tout le monde. Merci Véronique et Lionel pour l'invitation. Euh, je m'appelle Philippe Scales. J'ai fait ma thèse à l'université de Grenoble-Alpes, donc encadrée par Véronique et Olivier Écart. Euh, Pardon, je vais juste voir si ce message de Google Slides pourrait disparaître. Je pense que ça va partir au bout d'un moment. Euh, euh, Je fais ma thèse à l'UGA sous Véronique et Olivier. Social, comment les gens perçoivent des attitudes sociales dans les mouvements du robot. On voulait avoir un peu deux volets, donc à la fois comprendre ce qui se passe chez les humains quand ils perçoivent des robots mobiles, pourquoi est-ce qu'on a des attributions sociales qui peuvent se faire, donc comprendre un peu les mécanismes derrière. Et d'autre part, une fois qu'on avait modélisé un petit peu ça, essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut construire des algorithmes pour les robots mobiles pour qu'ils puissent naviguer d'une façon tout en ajustant en fait des paramètres de mouvement pour qu'ils aient des chances de causer différentes interprétations d'attitudes sociales sur le robot. Donc, vu le contexte Humanibot, moi, ça se situe plus dans le côté interaction humain-robot. J'ai fait, avant la thèse, qui est donc un mix de robotique et d'expérimentation plus inspiré des sciences sociales, j'ai fait mon master en informatique à Grenoble aussi. Donc, j'ai plus un background technique. Et donc, c'est via la thèse que j'ai abordé un peu plus ces notions d'interaction humain-robot. Donc, j'ai soutenu la thèse il y a un peu plus d'un an maintenant, donc en janvier 2024. Et j'ai aussi eu un poste d'ATER à l'Université Grenoble-Alpes, donc en enseignement en informatique et aussi en aidant un doctorant Thibault Lopez qui travaille sur un sujet similaire, sur un bras robotique qui est en train de faire sa thèse au GIPSA. Donc, la présentation que je vais vous faire là reprend la soutenance de thèse dans les grandes lignes. Je vais faire peut-être un peu moins détaillé sur certains aspects, essayer de laisser du temps pour les questions. Et voilà, avant de me lancer dans le vif du sujet, j'en profite pour dire que je cherche un postdoc dans le domaine de l'interaction humain-robot, donc dans l'idéal quelque chose qui mélange des experts pour comprendre l'humain avec du développement d'algorithmes de perception ou de contrôle. Donc je cherche un postdoc à partir de juin 2025 si jamais vous avez des pistes. Donc je vais présenter en français, les slides seront en anglais. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à différents moments pour plus de détails sur quelque chose ou quoi que ce soit. Euh, Soit marquez-les dans le chat pour qu'on les prenne à la fin, ou même si vous voulez plus de détails sur une slide que je suis en train de présenter, vous pouvez peut-être prendre la parole avec le micro pour poser des questions de détail. Voilà. Alors, donc généralement pour situer un peu le contexte, pour la navigation sociale. L'idée, c'est qu'on a pas mal d'entreprises et de labos de recherche qui veulent euh, déployer des robots mobiles dans différents environnements. Donc, les points communs, c'est qu'on va avoir des robots qui vont naviguer autour d'êtres humains, soit qui ont pour but d'être des robots qui interagissent socialement avec les gens, comme celui à droite dans une gare pour donner des renseignements aux gens, ou peut-être qui n'ont pas forcément un rôle social a priori, donc un robot qui scanne des rayonnages de supermarché à gauche. Mais dans les deux cas, ils vont devoir quand même naviguer dans un environnement partagé. Et il y a certains verrous euh, techniques, évidemment, mais aussi des verrous un peu de compréhension et dans l'interaction qui surgit quand on a ce genre de système qu'on ne comprend pas encore très bien. Donc, en navigation sociale, bien sûr, il y a des verrous techniques. Donc, on a un robot qui doit naviguer dans un environnement dynamique. Donc, il y a des calculs assez compliqués à faire pour prédire les mouvements des gens, pour faire la construction de la trajectoire que le robot doit prendre. Euh, Déjà, c'est techniquement compliqué, mais en plus de ça, quand on fait de la navigation sociale, donc avec des gens autour, on a tout un tas de critères qui, dans la littérature de navigation sociale, viennent s'ajouter à simplement trouver une trajectoire sans collision. En plus de ça, on veut prendre en compte l'humain. Donc, une des façons les plus classiques, c'est de dire qu'on a besoin de respecter un espace personnel autour de la personne, en se basant sur des travaux de proxémie. Donc, on a d'autres critères qui viennent se rajouter par-dessus. Nous, plus spécifiquement dans cette thèse, on s'est focalisé sur comment est-ce que les personnes vont positionner les robots dans leur espace perceptif, enfin perceptivement dans leur espace social. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ça? L'idée, c'est que à droite, j'ai un petit schéma qui illustre un exemple qui s'est passé lors d'un déploiement d'un robot.
Euh, un robot qui avait pas spécialement de visage, pas de voix, en gros un cylindre sur roulette qui faisait que naviguer dans un bâtiment de bureau. Et donc, il y a des personnes qui, une fois que le robot les contournait dans le couloir pour pas leur rentrer dedans, il y a des personnes qui pouvaient dire, ah, le robot est poli, il m'a laissé passer. Et d'autres personnes qui pouvaient dire, il m'a évité, il m'a ignoré. Qui font des interprétations de l'ordre d'attitude sociale sur le simple façon d'éviter une personne. Donc là, c'est un exemple, mais on a d'autres études de déploiement de robots mobiles dans d'autres études académiques où on voit qu'il y a un peu des réactions mixtes face à des déploiements de robots mobiles. Et donc souvent des notions qui ressortent dans les réactions des participants ou dans les entretiens après coup, qui font penser à des sortes de perceptions de robots comme des entités sociales. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop exactement quels aspects des mouvements du robot sont importants dans ces interprétations. Donc, il y a eu des études sur la perception de la navigation comme pouvant exprimer des émotions, des aspects de personnalité, euh, mais nous, on se focalise spécifiquement sur ces notions d'attitude sociale. Donc, pour récapituler, on a quelques problèmes qu'on va essayer d'adresser enfin, de gérer dans cette thèse. La première, c'est que donc fatalement, si les gens font des interprétations sociales des mouvements, des déplacements de navigation du robot, ça va probablement influencer l'acceptance et l'évaluation des systèmes robotiques. Or, pour l'instant, on n'a pas vraiment de modèle qui explique les liens entre les paramètres de navigation du robot et ses perceptions d'attitude sociale. Et donc, par conséquent, le fait qu'on n'ait pas de modèle qui explique ces liens, ça fait qu'actuellement, les algorithmes de navigation sociale qu'on a, on ne peut pas les configurer pour qu'un robot ait l'air poli ou confiant ou hésitant ou fragile ou tendre. C'est pas des leviers qu'on a. Donc, pour répondre à ces problèmes, donc la thèse pose la question de comment est-ce qu'on peut concevoir un algorithme de navigation sociale qui permet au robot d'adapter ses mouvements selon l'impact attendu sur la perception sociale que l'humain a du robot. Donc, on a pris une inspiration pour gérer ce problème et pour avoir un peu d'idées derrière ce qu'on faisait d'un autre domaine qui est le domaine de la prosodie vocale. Donc la raison étant que on a des études existantes sur la prosodie vocale, sur en fait donc la prosodie étant des notions comme l'intonation, le rythme, les pauses dans notre flux de parole, qui nous montre que ce genre de petites différences subtiles dans la manière de dire quelque chose, pas forcément dans le lexical, mais la manière de dire les choses, peuvent avoir une influence sur les perceptions d'attitude sociale et plus généralement sur, enfin, transmettre des données enfin, de l'information relationnelle, donc le rapport entre les gens. Donc on sait que ça existe en prosodie vocale, mais en prosodie vocale, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que à la fois ce qu'on dit, donc les mots qu'on choisit de dire, et la manière dont on le dit, les deux peuvent à la fois être impliqués dans la communication. Donc ça devient un petit peu compliqué de savoir ce qui relève de la simple communication et ce qui relève de euh, l'interaction sociale ou la transmission d'informations relationnelles. Donc ce qu'on voulait faire dans cette thèse, c'est essayer de dire est-ce qu'on peut proposer par analogie à la prosodie vocale une sorte de prosodie du mouvement de navigation d'un robot. Donc, par analogie, en disant, ben, la fonctionnalité principale de la navigation, c'est d'aller d'un point A à un point B, et donc d'accomplir une tâche concrète. Et ensuite, de se poser la question de, est-ce que dans la manière d'aller d'un point A à un point B, donc dans des différences subtiles de mouvement du robot, est-ce qu'on a aussi cette transmission d'informations sur la relation? Et donc, est-ce que ça peut être pour ça qu'on a des interprétations d'attitudes sociales qui se font sur les mouvements des robots. Donc, juste pour finir sur l'introduction avec un focus un peu plus précis sur l'état de l'art dans la navigation sociale. Généralement, les algorithmes de navigation sociale qu'on développe, ils ont un peu pour but d'arriver à faire une forme idéale de navigation qui satisfait tous ces critères-là. Donc une navigation, un algorithme qui génère un style de navigation qui est à la fois perçu comme confortable, naturel, qui est perçu comme étant euh, sans danger pour pour les personnes et qui est légible.
Euh, Deuxième aspect, c'est que généralement, les gens évaluent les algorithmes comme une sorte de bloc, une entité complète. Donc, on développe un algorithme complexe et ensuite, on se demande quel impact il a sur les gens. Ce qui fait que on n'a pas trop d'indications très claires sur exactement quelle partie du mouvement du robot et quelle partie de l'algorithme de navigation du robot a eu quel impact exact sur la perception que les gens ont du robot. Donc, dernièrement, euh, la plupart du temps, on a une sorte d'échange ou de compromis qui doit se faire entre les objectifs pratiques de la navigation du robot, donc ne pas rentrer dans des obstacles, arriver à son but, ce genre de choses, et d'autres formulations de coûts dans un problème d'optimisation qui vont traduire les contraintes sociales ou traduire ces fameuses notions de confortable, naturel, etc. Donc, c'est inévitable de devoir parfois faire des compromis entre la navigation physique du robot et respecter certaines contraintes plus d'ordre social. Respecter une distance personnelle, on ne peut pas le faire si on est dans un couloir où il y a une densité très forte de gens. Mais dans la plupart des algorithmes, on n'a généralement pas vraiment beaucoup de contrôle sur comment ce compromis est effectué. Donc, nous, dans nos travaux, par opposition à ça, au lieu d'avoir une navigation idéale, on veut essayer d'établir un algorithme qui puisse permettre d'être paramétré pour générer différentes perceptions sociales. Au lieu d'évaluer un algorithme en un seul bloc, on veut essayer d'évaluer chaque morceau, chaque paramètre de mouvement, chaque caractéristique de mouvement individuellement autant que possible pour essayer de clairement établir un modèle spécifique entre les paramètres de mouvement et le résultat sur la perception que les gens ont du robot. Et dernièrement, on veut avoir une distinction un peu plus claire et un peu plus de contrôle sur comment le compromis entre les coûts sociaux et les coûts pratiques sont effectués. Juste voir s'il y a une question. Ok, non, c'est juste ça. Ok. Donc maintenant qu'on a situé un petit peu le contexte, je vais brièvement mettre les trois contributions de ces travaux. Et donc ça fait aussi office de plan pour le reste de la présentation. Donc la première contribution, ça a été de d'abord construire un modèle qui fait le lien donc entre les paramètres de mouvement du robot, donc des accélérations, la notion temporelle, comment on agence les différentes accélérations, décélérations, changements de vitesse au cours du temps, et la présence ou l'absence de saccades. Donc entre ces paramètres et la perception sociale qu'ont les humains du robot. Donc est-ce que le robot a l'air agressif ou tendre ou fragile selon quel genre de paramètres on choisit ici. La deuxième contribution, c'est donc une fois qu'on avait établi ce modèle qui nous a permis de savoir quels paramètres étaient importants ou pas dans la perception sociale, ben, se servir de ça pour savoir comment est-ce qu'on devait concevoir un algorithme, quels paramètres est-ce que l'algorithme devrait contrôler pour pouvoir ajuster, enfin, former les trajectoires et garder les caractéristiques qui nous intéressent pour induire différentes perceptions sociales. Et donc, troisième contribution, c'était de prendre cet algorithme qu'on avait développé et de le mettre dans une vraie expérimentation, donc ce qu'on appelle in the wild, donc dans une situation réelle, plutôt que de recruter des participants dans un labo, d'aller déposer ce robot en l'occurrence dans une salle, un hall d'entrée d'un bâtiment universitaire, pour donc tester cet algorithme en situation réelle et voir quel impact les différents paramétrages de l'algorithme avaient sur les participants, donc sur leur perception du robot et sur leur comportement, sur comment ils appréhendaient le robot. Ok, alors, donc concernant la première partie, donc pour modéliser le lien entre les paramètres de mouvement du robot et les perceptions sociales. Donc les hypothèses ici, c'était que potentiellement, comme dans la prosodie vocale, on a peut-être des paramètres assez subtils des mouvements du robot qui peuvent avoir un impact sur l'interaction et sur la perception de ces robots mobiles. Et deuxièmement, que potentiellement ces paramètres de navigation et d'apparence pourraient être perçus de manière holistique. Donc, on va voir qu'on n'a pas seulement focalisé sur les paramètres de navigation, on a aussi fait intervenir quelques paramètres de l'apparence visuelle du robot. Donc, pour brièvement donner un aperçu, on a conçu un corpus de différents mouvements
On a ensuite filmé ces différents mouvements appliqués à un robot pour ensuite faire des manips, d'abord en ligne puis en personne, des expérimentations de perception pour essayer de voir comment les gens percevaient le robot. Donc, premièrement, pour la conception de ces différents profils de mouvement. Donc, dans le cadre de ces thèses, on s'est focalisé uniquement sur des mouvements rectilignes en ligne droite, simplement pour commencer par quelque chose de simple et de faisable. Et donc, on a trois paramètres qui rentrent en compte pour former un profil de vitesse. Donc, ici, on représente la vitesse sur l'axe vertical et le temps sur l'axe horizontal. Donc, on a ce qu'on appelle les motion sequence. Donc, ici, la motion sequence A. L'idée étant que cette motion sequence nous dit comment est-ce qu'on alterne entre des phases d'accélération, des phases de maintien de vitesse constante et des phases de décélération. Donc, ici, on a un exemple où on a une accélération, un maintien, une décélération. Le deuxième paramètre, c'est ce qu'on a appelé le kinematics type. Donc, ça englobe la vitesse max à laquelle que le profil va atteindre et la valeur exacte de la pente d'accélération que l'on choisit. Et le troisième paramètre, c'est ce qu'on a appelé les variants. Donc, c'est un peu plus la qualité locale de la courbe de vitesse. Donc, ici, par exemple, le variant saccade consiste à rajouter volontairement des mouvements saccadés par-dessus le profil de vitesse. Donc, une fois qu'on combine ces trois paramètres, on obtient un profil de vitesse unique et on a ensuite appliqué ce profil de vitesse à un robot mobile euh, pour ensuite pouvoir le filmer et voir l'impact que ça avait sur les gens. Donc, pour montrer un peu plus les différentes valeurs de ces profils et l'impact que ça a, donc en haut, on a les différentes motion sequences. Donc, on voit qu'entre les séquences A et B et C et D, la différence est que pour C et D, une fois qu'on a atteint la vitesse max, on redécélère puis on réaccélère derrière. Alors que pour A et B, on a seulement une accélération et une décélération. Et entre B, D et C, A, la différence, c'est qu'on a à chaque fois entre une accélération et une décélération, on a l'obligation d'avoir ce petit plateau de vitesse constante. Donc là, c'est un plateau qui dure 300 millisecondes. C'est une pause assez brève entre toujours une accélération et une décélération. On a aussi d'autres paramètres. Donc, comme je disais, on a kinematics type. Donc, si on prend ce profil de motion sequence B et qu'on lui change le type de cinématique, donc avec une cinématique plus haute, ce sera une pente d'accélération plus forte, une vitesse maximale plus haute. Et à l'inverse, si on fait low kinematics, ce sera une pente d'accélération plus faible et une valeur plus faible de vitesse max. De la même manière, si on change le variant, donc ici, le variant pour toutes les motion sequences au-dessus, c'est ce qu'on a appelé le variant smooth, donc où il n'y a pas de perturbation locale du profil de vitesse, donc c'est un mouvement assez lisse, continu. Si on met des saccades par-dessus, on obtient ce genre de profil, et on a aussi le variant incrémental qui consiste un peu à séparer l'accélération en plusieurs paliers. Donc, ces différents profils qu'on a choisis et ces différents paramètres et leur impact sur les profils, on les a choisis par analogie avec des notions de prosodie vocale. Donc, le type de cinématique, ça s'apparente un peu à l'énergie qu'on déploie pour effectuer le mouvement, donc un peu par analogie à la force de voix. Les différentes séquences ici, notamment l'introduction d'une pause ici, est fait par analogie avec le fait de faire une courte pause quand on parle. Et là, l'introduction de ce ralentissement en plein milieu du mouvement fait un peu écho à une sorte d'hésitation dans la parole. Idem pour des saccades, on est un peu sur une similarité avec le jitter vocal, donc ce qu'on peut avoir chez des personnes âgées ou des personnes qui sont malades. Donc à chaque fois, il y a un peu d'inspiration qui vient de la prosodie vocale pour guider les choix de ces différentes variables. Mélangé à ça, il y a aussi le fait que en faisant ces en couvrant ces différentes combinaisons de paramètres, au final, on couvre une bonne partie de ce qui est faisable sur un robot du type qu'on a utilisé, donc un robot differential drive, donc un robot mobile avec des roues. Euh, donc, avec toutes ces combinaisons de ces trois paramètres, on a couvert une bonne partie de la plage des valeurs faisables et des mouvements qui sont faisables avec ce robot mobile, si on reste sur des profils de vitesse linéaire. Donc,
Comme je le disais, en plus de ces trois paramètres de mouvement qui sont résumés dans la première partie de ce tableau, donc le motion sequence, kinematic stripe et variant, on a aussi joué avec des variables d'apparence. Donc la raison étant qu'on sait en interaction humain-robot que l'apparence, l'aspect général du robot peut avoir une influence sur l'interaction. Donc, on a pu faire varier sur le robot qu'on a utilisé la stabilité du robot. Donc, en ajustant les roues qui tiennent le robot en équilibre, on peut obtenir un robot qui tangue, en fait, quand il accélère ou qui ralentit, ou à l'inverse, quelque chose qui est très stable. On a joué sur la forme des yeux aussi, sur la rotation de la tête et sur le son. Donc, la raison étant que les premières expérimentations qu'on a faites, c'était des études en ligne. Donc, on a enregistré des vidéos du robot qui se déplaçait et ensuite on les a montrées à des gens sur des ordinateurs. Donc, on pouvait artificiellement manipuler si les personnes entendaient le bruit des moteurs ou pas. Donc, en combinant quasiment exhaustivement tous ces paramétrages, on a obtenu un corpus de 450 vidéos. Et donc, ce corpus nous a servi de base pour nos expérimentations de perception. Donc là, c'est juste un petit exemple du genre d'expérimentation qu'on a mis en place. Donc, comme vous avez vu là, on a montré pour chaque participant 45 vidéos avec différents paramétrages des mouvements du robot. Et pour chacune de ces vidéos, les gens devaient choisir sur 10 échelles perceptuelles si le robot avait l'air plutôt agressif ou plutôt doux, plutôt autoritaire ou plutôt poli, et ainsi de suite. Donc, euh, ouais, et donc l'étude a été conduite, faite en français. On a eu un mix un peu de différentes personnes dans les participants au niveau des âges et de leur profession, etc. Donc vous verrez que dans les échelles, on a certaines échelles qui sont vraiment sur des notions d'attitude sociale, donc agressif, autoritaire, confiant, hésitant, ce genre de choses. Mais on a aussi des échelles qui sont plus liées à des caractéristiques physiques du robot. Donc, est-ce qu'il a l'air solide ou fragile? Est-ce qu'il a l'air fort ou faible? Est-ce que les déplacements sont plutôt lisses ou rudes, etc. Donc, juste une petite anecdote sur ces expérimentations euh, qui illustre un petit peu le fait que là, on joue vraiment sur des paramètres assez subtils et assez difficiles à discerner. Donc, il y a quelqu'un qui après avoir fait 5 sur les 45 vidéos, a arrêté de faire la manip et nous a envoyé un mail en disant les vidéos me sont apparues sans aucun intérêt, toutes semblables, en disant que le robot avait l'air vieux aussi. Euh, Bref, en gros, il avait l'impression que toutes les vidéos étaient similaires et qu'il n'y avait pas d'intérêt à la manip. Voilà. Or, il y a des gens aussi un peu plus raisonnables qui ont juste dit qu'ils avaient l'impression de répondre parfois au hasard. Quand on regarde les statistiques, donc il y a beaucoup de choses sur ce tableau, je vous demande juste pour l'instant de regarder les couleurs. Euh, Ici, on a les différents niveaux de réponse pour, par exemple, l'échelle agressif doux. Le vert indique qu'on a beaucoup de réponses. Donc là, par exemple, sur l'échelle agressif doux, on voit qu'il y a énormément de personnes qui ont répondu au milieu. D'accord, donc effectivement, il y a pas mal de gens qui ont choisi ni l'un ni l'autre. Mais quand on force les gens à choisir entre l'un ou l'autre, on a quand même des choses qui ressortent. Donc, par exemple, sur l'échelle agressif doux, on voit que lorsque le robot utilisait la cinématique faible, on a 88% des participants qui ont dit que le robot avait l'air doux, par opposition à agressif. Et donc, sur toutes les échelles, on a des choses similaires qui se reproduisent. On a quand même beaucoup de différences qui sont statistiquement significatives. Donc, indiquant que, donc sous un autre forme ici, on a des points de pourcentage donc par rapport à la moyenne. Donc ici, ce tableau, on peut le lire en se disant, si on veut que notre robot ait l'air fragile, eh ben, c'est le côté positif pour cette échelle. Donc on veut regarder, on veut avoir les paramétrages de cinématique faibles, on veut utiliser la séquence de mouvement D, et donc, ça ressemble à ce genre de profil. On veut utiliser les variants de saccade et on veut utiliser une base de robot instable. Donc, malgré le fait qu'il y ait des participants qui aient l'impression de répondre au hasard ou qui aient l'impression de ne pas vraiment discerner les différences entre les vidéos, on a quand même des résultats
qui sont statistiquement significatifs, et même au-delà de statistiquement significatifs, des différences de 20, 30, 40% euh, entre les différentes réponses pour différents paramètres. Donc de manière générale aussi, on peut faire la même chose pour établir quels paramètres on doit utiliser pour avoir un robot confiant. Euh, de manière générale, sur ce tableau, on voit aussi que toutes les échelles sont influencées par plusieurs paramètres et aussi que tous les paramètres influencent plusieurs échelles. Donc ça indique que ces échelles qu'on a utilisées et les paramètres physiques qu'on a choisi de manipuler sont quelque part un peu pertinents pour ces perceptions sociales du robot. Donc, on a aussi répliqué cette expérimentation en personne. On n'a pas répliqué complètement l'expé. On a choisi quelques paramètres pour que ce soit faisable de reproduire ça en personne. Donc, on a choisi les paramètres les plus importants, ceux qui ressortaient le mieux pour confirmer si ça ressortait en personne plutôt que sur des manips en vidéo. Et pour faire simple, les mêmes caractéristiques, enfin les mêmes résultats se reproduisent aussi sur cette petite manip en personne. Donc, pour résumer la première partie, on a pu établir avec des études de perception en ligne que on a des échelles qui sont pertinentes pour décrire un peu ces perceptions sociales et qu'on a des paramètres qui ont effectivement un impact sur les perceptions sociales, du moins dans cette manip en ligne. Notamment les changements de cinématique et de variants étaient ceux qui avaient le plus d'impact. Donc plus de 20%, enfin, plus de 20% de différence sur plusieurs échelles perceptuelles, sur la plupart même des échelles perceptuelles. Donc là, on a fait un peu de modélisation de l'humain, essayer de comprendre un phénomène qu'on ne comprenait pas trop dans l'interaction humain-robot et dans la perception que les humains ont des robots. Maintenant, on va voir comment on peut se servir de cette nouvelle compréhension d'une partie de la perception humaine pour des nouveaux développements d'algorithmes. Est-ce que déjà il y a des choses qui sont pas claires ou est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ou est-ce que je continue? Ok. Tout est clair, merci. Alors, donc maintenant qu'on a un peu de compréhension des paramètres qui sont pertinents, là, dans cette première expérimentation, on avait des profils de vitesse, mais c'était des profils qui étaient conçus à la main et qui étaient faits pour parcourir une distance fixe, prédéterminée. Donc évidemment, pour faire de la navigation en temps réel, dans un environnement où il y a des gens qui peuvent bouger, on ne peut pas tout prédire à l'avance. C'est pas directement quelque chose qu'on peut exploiter. Donc là, on voulait généraliser un peu ces concepts pour pouvoir transformer ça en quelque chose qui peut être utilisé pour faire un algorithme de navigation. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais brièvement, juste essayer de parler de ce qui est différent par rapport à une formulation classique d'algorithme de navigation. Donc, premièrement, juste pour la formalisation du problème, vu qu'on a des profils qui sont constitués à chaque fois de segments linéaires, on va décrire ça sous la forme de chaque segment, c'est U quelque chose, donc U0, U1 pour une séquence de mouvement à deux phases. Et pour chaque segment, on peut le décrire avec juste une accélération, donc la pente, et le temps pendant lequel on applique cette accélération. Donc, dans les profils du corpus, ces valeurs sont prédéterminées et fixes. Pour pouvoir naviguer dans des environnements dynamiques, on va laisser une part de variabilité, notamment dans le temps pendant lequel on applique chacun de ces profils, chacune de ces phases. Donc, par exemple, si on utilise cette séquence de mouvement en B, comment est-ce qu'on peut l'adapter à des différences, enfin à des distances différentes? Donc si en bleu on a le profil de base du corpus, en noir on peut juste raccourcir le temps pendant lequel on applique chacune de ces phases, et en rouge si on veut parcourir une distance plus longue, on peut potentiellement maintenir la vitesse maximale pendant un certain temps. Là, s'il n'y a rien de spécial, si on faisait un algorithme de navigation classique avec une optimisation qui vise à réduire la distance parcourue ou le temps de la trajectoire, on aurait le même genre de résultat. Là où ça devient intéressant, c'est pour certaines de nos contraintes. Donc, par exemple, cette notion de pause, donc le fait de vouloir toujours avoir un maintien de vitesse constante de 300 millisecondes au moins entre une accélération et une décélération. Là, par contre, si on veut raccourcir, ben, on veut garder cette caractéristique du style de mouvement du robot, de la prosodie de mouvement du robot. Donc, on veut garder cette pause. Donc, même en raccourcissant la distance parcourue, on va faire en sorte de maintenir
cette vitesse constante. Donc là, on est sur quelque chose qui, avec un schéma d'optimisation classique, ne serait pas le résultat qu'on aurait. Donc, juste pour formaliser un petit peu le problème d'optimisation, si vous voulez plus de détails, je pourrais en parler un peu plus. L'idée, c'est qu'on va choisir les valeurs des accélérations et des durées pendant lesquelles on les applique, telles qu'on minimise la distance à notre but. Donc, pour se rapprocher au plus de notre but, c'est quand même de la navigation qu'on veut faire au final. Et la partie intéressante, c'est sous quelles contraintes on fait cette résolution de trajectoire. Donc, les contraintes sont Enfin, on a des contraintes spéciales dont je vais présenter une tout à l'heure, qui modélisent ces fameux paramètres de prosodie qu'on a employés dans nos premières manips de corpus. Donc, qui modélisent la pose, l'hésitation, ainsi de suite. Donc, juste pour donner un exemple, à gauche, on a des trajectoires qui sont valides du point de vue de cette contrainte de pose, parce qu'on a bien ce maintien de vitesse constante entre l'accélération et la décélération. À droite, on a des contre-exemples. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a formulé des prédicats logiques. Donc en français, ou enfin en langage naturel, ça veut dire que s'il devait y avoir une pause et que la phase suivante de trajectoire qu'on est en train de planifier n'est pas une pause, cette séquence de mouvement ne satisfait pas cette contrainte et donc ne devrait pas être planifiée. Et donc, pour chaque contrainte, on a formulé des prédicats logiques qui nous permettent de modéliser ce qui doit ou ne doit pas être fait en fonction du style qu'on veut représenter. La façon ensuite de vraiment résoudre le problème de planification de trajectoire est assez classique. Donc, on construit un arbre de ces différentes phases de mouvement. Donc, on ajoute des possibilités de phases d'accélération et on vérifie ensuite, selon les contraintes qu'on a choisies, est-ce qu'elles satisfont toutes les contraintes. Donc, par exemple, celle-ci dépasse la vitesse maximale autorisée, celle-ci ne présente pas cette fameuse contrainte de pause. Et donc, on filtre au fur et à mesure l'arbre de trajectoire jusqu'à trouver parmi celles qui respectent toutes nos contraintes de prosodie, celles qui se rapprochent le plus du but. Donc ça, c'est un schéma assez classique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la nature des contraintes. Donc juste pour donner un exemple de l'algorithme qui tourne, donc là, c'est ralenti pour qu'on ait le temps de voir ce qui se passe. En haut, on a le profil de mouvement du robot, donc tel qu'il est commandé en bleu et tel qu'il est mesuré sur les roues du robot en rouge. Donc on voit bien qu'on respecte autant qu'on peut le profil de vitesse choisi. Et en dessous, on avait le plan, la planification de la trajectoire du robot au fur et à mesure qu'elle est exécutée. Donc là, j'ai parlé vraiment de la planification la plus simple. On a quelques caractéristiques qui sont importantes à prendre en compte pour la planification dans des environnements dynamiques. Donc là où il y a des choses qui bougent potentiellement de façon qui n'est pas prévisible. Donc imaginons que le robot veuille atteindre ce but sur la croix verte. On a une personne qui est statique à côté. On pourrait planifier ce genre de profil de vitesse. Et si cette personne bouge, on ne peut plus exécuter ce profil si la personne croise notre chemin. Il faut qu'on replanifie en temps réel. Ça, c'est un problème classique. Par contre, ce qui n'est pas classique, c'est nous, on veut, au lieu de juste s'arrêter ou de changer de trajectoire euh, de n'importe quelle manière, on veut le faire en maintenant nos fameuses contraintes de prosodie. Pour nous, ce que ça veut dire, c'est que euh, l'élément principal, c'est qu'on doit prendre en compte le mouvement précédent que le robot a exécuté. Donc, généralement, dans les problèmes de planification de trajectoire, on prend en compte l'état actuel du robot et la trajectoire future. Mais là, vu qu'on a des contraintes, donc la pause par exemple, ou l'hésitation, qui sont en lien avec le séquençage de mouvement du robot, ou pendant combien de temps différentes phases d'accélération ou de décélération sont maintenues, là, il faut explicitement dans nos contraintes qu'on prenne en compte l'historique de mouvement du robot, si on veut. Donc, toutes les contraintes ont été modifiées pour prendre ça en compte. Et c'est quelque chose d'assez particulier qui ressort du fait que justement nos contraintes enfin que nos différents styles de mouvement sont très dépendantes sur en fait le séquençage de mouvement et sur la temporalité du mouvement. Donc là, c'est simplement pour dire qu'on a pris en compte la durée cumulée pendant laquelle différentes phases de mouvement sont appliquées. Encore une fois, la façon ensuite dont on résout ce problème est assez classique. Donc là, au lieu d'avoir une planification en une fois et ensuite une exécution de ce plan en une seule fois, on adopte une stratégie assez classique en contrôle, donc à horizon
enfin plus une méthodologie MPC où on résout de façon cyclique le problème. Donc en gros, on planifie une trajectoire, on exécute la première phase de cette trajectoire et nous, en l'occurrence, on fait ça 10 fois par seconde. On va replanifier à nouveau la trajectoire en prenant en compte les nouvelles informations. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé, etc. Et toujours replanifier en prenant en compte ces fameuses contraintes de prosodie. Donc le fait de replanifier dynamiquement, c'est pas nouveau. Ce qui est vraiment important, comme j'ai dit, c'est la nature des contraintes qui prennent en compte le passé, l'historique du mouvement du robot. Donc un dernier élément qui est un petit peu différent, c'est qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à trouver de solution à ce problème d'optimisation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que surtout vu qu'on a des contraintes pour les styles du mouvement du robot qui sont assez restrictifs, qui sont assez difficiles à mettre en œuvre, ça peut arriver assez facilement que lorsque quelqu'un bouge, par exemple, si on voulait exécuter ce profil de mouvement qui a une hésitation dedans, ça nécessite de ralentir puis de réaccélérer avant de nouveau ralentir. Ça prend de la place pour effectuer ce genre de mouvement. Donc c'est assez fréquent que un changement dans l'environnement ne permette plus de faire exactement ce mouvement-là. Euh, Traditionnellement, si on n'arrive plus à satisfaire les contraintes, on pourrait juste se dire que ben, on n'arrive pas à trouver de solution à notre problème d'optimisation. On peut juste freiner le robot en utilisant le freinage maximal pour éviter qu'il rentre dans quelqu'un parce que le problème d'optimisation n'est plus faisable et on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, le problème avec ça, c'est que on va beaucoup s'éloigner du style de mouvement qu'on essayait de mettre en œuvre. Et or, on a vu que des différences, même relativement subtiles dans les profils de mouvement, peuvent mener à des perceptions sociales assez différentes. Donc, on va utiliser un mécanisme qui est déjà utilisé pour d'autres réseaux en robotique, qui est de faire une sorte de priorisation des différentes contraintes, une sorte de hiérarchie de contraintes, pour pouvoir dire, ben, là, on n'a pas la place de respecter complètement toutes nos contraintes et de faire ce mouvement d'hésitation. Par contre, on a quand même encore assez de place pour au moins maintenir la bonne pente d'accélération. Donc, on va pouvoir satisfaire partiellement nos contraintes de prosodie, donc conserver une partie du style de mouvement, même si ce ne sera pas la totalité. Donc là, c'est plutôt un mécanisme connu dans les algorithmes de robotique, mais qui est utilisé pour des raisons différentes dans notre approche. Donc encore une fois, juste un petit exemple de validation. Là, on a à gauche une représentation du robot avec le cylindre gris qui veut faire une trajectoire vers la droite. Le cylindre vert, c'est une personne. On voit les deux jambes avec les petits traits blancs. Et l'idée, c'est que on va montrer que quand la personne se met devant le robot alors qu'il avait déjà planifié sa trajectoire, on peut la replanifier dynamiquement en temps réel pour que, elle convienne au moins, qu'elle satisfait au moins certaines procédures de contraintes, même si elle ne les satisfait pas toutes. Donc, il n'a pas pu faire l'hésitation, donc il n'a pas pu faire la décélération puis réaccélération, mais au moins, on n'a pas cassé cette pente de décélération, on a gardé une valeur de décélération constante. Donc, brièvement, s'il y en a que ça intéresse, je pourrais en parler un peu plus. L'algo a été implémenté sous ROS, donc c'est un environnement logiciel qu'on utilise beaucoup en robotique pour implémenter des algorithmes. Euh, et donc là, c'est une architecture assez haut niveau pour dire que donc le programme principal, donc le nœud principal qui est cet algorithme à horizon, à receding horizon, prend en compte donc la position de la personne vers laquelle on veut se déplacer, la position des obstacles dans l'environnement. Aussi, de façon très importante, on prend en entrée le choix des contraintes de prosodie qu'on veut appliquer, donc ce qui revient à dire le choix du style de mouvement du robot. Et donc en sortie, ensuite, on applique des vitesses sur des moteurs pour que le robot se déplace. Donc pour résumer cette partie-là, on a pu donc établir un algorithme qui planifie et exécute des mouvements qui sont conformes à un choix que l'utilisateur fait concernant le style de mouvement que le robot veut appliquer. On a aussi vu que donc la façon dont on a manipulé les trajectoires pour qu'elles soient conformes à différents styles, c'est en introduisant des contraintes fortes sur le problème de planification de trajectoire. Et ces contraintes ont des formes un peu particulières vu la nature des différents paramètres de mouvement qu'on a, notamment l'aspect temporel
qui nous force à prendre en compte la consistance du mouvement, à la fois par rapport à notre état actuel et l'historique du mouvement du robot. Ok. Donc là, on a eu un travail un peu plus technique sur comment est-ce qu'à partir d'une manip qui nous a amené à comprendre un peu la perception sociale, comment est-ce qu'on sort quelque chose qui est utile pour concevoir un algorithme. Maintenant, on va voir, étant donné cet algorithme qu'on a développé, comment est-ce qu'on peut donc concevoir une expérimentation d'interaction humain-robot pour évaluer cet algorithme et quel genre d'impact est-ce que ça a eu sur les personnes lors de cette manip. Donc l'idée, c'est qu'on a d'abord choisi parmi les différentes échelles de notre première expérimentation, parmi ces échelles de perception sociale, on en a choisi une qui avait des résultats assez marqués et qui faisait intervenir la plupart des paramètres de mouvement du robot. Donc, en l'occurrence, on a choisi l'échelle confiant hésitant. Donc là, on a un rappel des différents paramètres de mouvement qui sont ceux qui sont le plus associés à chaque perception. Et une fois qu'on avait établi que c'était cette échelle qu'on allait choisir, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire un prétexte expérimental qui mette en scène cette différence de confiant hésitant. En l'occurrence, on a fait une expérimentation où le robot a pour rôle de distribuer des flyers. Donc l'idée étant que le robot détecte une personne, dit bonjour. Si la personne s'arrête, le robot se tourne, s'oriente juste sur place, il se tourne vers la personne. Ensuite, il approche en ligne droite avec quelques corrections de mouvement si la personne se déplace, mais globalement en ligne droite vers la personne, avec soit un mouvement confiant ou hésitant. La personne prend un flyer, le robot demande une note entre 1 et 5, puis le robot retourne à sa position de départ. Donc c'est une interaction assez courte. Et après l'interaction, on allait leur demander, enfin on allait faire un entretien semi-dirigé avec les participants. Donc pour vous montrer des exemples de ce que ça donne, donc là, on a plusieurs points de vue de différentes caméras. Ça va être une interaction avec la prosodie hésitante. Et donc, on va voir plutôt sur le bas le robot et sur le haut, c'est la vue depuis le robot. Donc là, vu que c'est la prosodie hésitante, on l'entend et on le voit sur la caméra que le robot fait des mouvements saccadés. Donc ça, je répète que c'est volontaire. Et donc c'est un mouvement assez lent avec une petite hésitation au milieu, une petite décélération au milieu du mouvement. Donc là, un exemple avec la prosodie confiante. On a la personne qui arrive en bas. Ah, pas du tout. Unité 2, en plus, c'est super mobile. Là, je connais pas ça. Ouais, ouais. Je remets le AirPod. Ah. Là, vu que c'est le mouvement confiant, on a une accélération beaucoup plus forte, un mouvement qui est lisse, il n'y a pas de saccade dans le mouvement, et une vitesse de pointe plus forte. Donc, brièvement, au niveau des participants, c'était principalement des étudiants en informatique ou en mathématiques, vu que c'était au rez-de-chaussée du bâtiment d'info de l'UFR à l'UGA. Euh, Très important, les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait une expérimentation. On voulait des interactions spontanées avec le robot. Quand on dit aux gens qui sont dans une manip, ça peut biaiser leurs interactions et leur comportement. Donc là, ils n'étaient pas au courant, ils sortaient de leur cours et ils avaient ce robot qui les approchait. Au niveau des mesures, donc on a bien sûr capturé des vidéos, des données LiDAR pour le positionnement des gens, la distance entre le robot et la personne. Et aussi des mesures plutôt subjectives. Donc, le robot demande d'attribuer une note de 1 à 5 à la fin de l'interaction sur sa performance. Et aussi, plus important, on a fait ces fameux entretiens semi-dirigés. Il y avait deux phases dans l'entretien. Première partie, c'était on posait des questions aux participants en faisant croire qu'on était juste en train de tester un robot distributeur de flyers. Donc, juste demander des choses sur l'impression générale du robot, est-ce qu'il distribue bien les flyers, etc. Et en fait, c'est seulement dans un deuxième temps
qu'on révélait qu'en fait, on était intéressé par l'étude du mouvement du robot et de leur perception du robot. Et là, on demandait plus de questions sur leurs impressions sociales du robot et notamment un choix forcé entre est-ce qu'ils trouvaient le robot plutôt confiant ou hésitant. Donc, le résultat principal, c'était justement sur est-ce que les gens percevaient confiant et hésitant comme on s'y attendait? Est-ce que ça ressemblait à ce qu'on avait sur les études en ligne ou pas? Donc, cette matrice de confusion, si tous les mouvements hésitants du robot avaient été perçus comme hésitants, et tous les mouvements confiants perçus comme confiants, on s'attendrait à avoir 40% dans ce coin supérieur gauche et 60% dans le coin inférieur droit. Là, on voit qu'on est assez proche des 60% ici sur confiant, voulant dire que la plupart du temps, quand le robot était paramétré comme confiant, les gens l'ont perçu comme confiant, par opposition à hésitant. La plupart du temps, quand le robot était paramétré comme hésitant, les gens ont plutôt quand même perçu ou dit qu'il avait l'air confiant. Donc cette différence-là entre les deux paramétrages, elle est statistiquement significative. Et donc on a voulu creuser un petit peu pourquoi est-ce que il y a l'un des deux qui est perçu correctement et l'autre pas comme dans la manip en ligne. Donc dans les entretiens, on a relevé par exemple, là ce sont des participants qui ont dit que le robot avait l'air hésitant. Donc il y a quelqu'un qui a dit, ben, il a l'air hésitant dans son mouvement, mais dans le fait qu'il sache là où il aille, là, il a l'air confiant, même s'il titube, même s'il trébuche un peu en y allant, il a l'air confiant. Donc même parmi ceux qui disent qu'il a l'air hésitant, ils ont quand même tendance à mentionner un aspect confiant aussi, sur le fait que le robot sait où il va. Pareil pour l'autre participant. On dirait qu'il a hésité pendant une seconde ou deux, et après, il m'a ciblé. Donc pour ces deux-là, on a un peu un mix entre des perceptions d'hésitant et de confiant. Et pareil, si on regardait les entretiens avec les personnes qui ont dit que le robot avait l'air confiant, on a un peu cette même notion-là quand on leur demande pourquoi est-ce qu'il a l'air confiant. Il y a des gens qui disent il est venu directement vers moi, ou il n'a pas changé de trajectoire, ou il n'a pas changé de personne qu'il avait ciblée. Donc il y a un peu des références à une sorte de notion d'attention du robot ou du processus décisionnel du robot et aussi à la trajectoire. Donc, ils sont des aspects qu'on n'a pas pris en compte dans notre modèle. Donc là, c'est intéressant parce que ça suggère que par rapport aux manips en ligne qu'on a utilisées pour construire le modèle, qui sont des interactions avec zéro contexte, pas de tâches, même pas une personne dans la vidéo, là, dans un vrai contexte, on a potentiellement d'autres dimensions, donc peut-être la décision, peut-être l'impression de l'attention du robot, qui rentre en compte dans cette perception de confiance hésitant. Donc ce serait intéressant d'explorer ça un peu plus dans d'autres manips. Je vais passer brièvement sur les autres mesures parce qu'on n'avait pas eu de résultats statistiquement significatifs là-dessus. Donc sur la note qui est attribuée au robot, en gros, que ce soit paramétrage confiant ou hésitant, la plupart des gens ont donné des notes très positives, plutôt 4 ou 5. C'est potentiellement un effet de nouveauté, un effet waouh qui est assez fréquent en interaction humain-robot. On a une légère préférence pour le robot en paramétrage hésitant, ce qui pourrait être un peu contre-intuitif, surtout pour un roboticien, un truc qui est lent et qui fait des saccades, qui est mieux perçu. Ça peut être potentiellement étrange. On a essayé de chercher un petit peu dans les entretiens différentes raisons pour ceux qui étaient moins bien notés, mais on n'a pas trouvé de choses qui ressortaient beaucoup. Idem, on a essayé de regarder un petit peu le comportement spatial des gens. Donc cette manip a été faite en deux versions, une téléopérée et une autonome, mais les deux se ressemblent dans le fait que le résultat principal, c'est que quand le robot est confiant, les gens gardent un petit peu plus leur distance et s'approchent moins du robot, par opposition à quand il est hésitant. Là, ce ne sont pas des différences statistiquement significatives, mais les tendances sont celles-ci. Donc pour conclure sur l'expérimentation, on n'a pas tout à fait un alignement parfait avec notre modèle et les interviews suggèrent qu'il y a peut-être d'autres dimensions que celles qu'on a prises en compte dans notre modèle qui jouent sur ces perceptions d'attitude sociale, qui seraient intéressantes d'explorer. Et les autres aspects n'ont pas forcément donné de résultats significatifs, mais ce serait peut-être intéressant de les garder quand même, l'effet sur la note qui est attribuée et l'effet sur le comportement spatial. Donc, pour conclure, on a pu établir un modèle, un premier modèle en tout cas, de ce qu'on appelle la navigation, la prosodie de mouvement de navigation, qui fait le lien donc entre des paramétrages assez subtils du mouvement du robot et les attributions d'attitude sociale ou de caractéristiques d'apparence au robot. On a développé un corpus de vidéos qu'on met à disposition aussi si d'autres personnes veulent réutiliser le même corpus pour leur recherche.
Et on a pu donc concevoir à partir de ce modèle un algorithme de navigation en temps réel qui donne un contrôle explicite et assez précis sur les caractéristiques de mouvement du robot pendant qu'il navigue. Dernièrement, on a pu donc mettre cet algorithme en scène dans une expérimentation d'interaction humain-robot, dans une situation réaliste, et on a pu voir un peu l'impact que ça avait sur la perception du robot. Donc, juste pour conclure sur la perspective de travaux futurs dans cette direction, là, on a une architecture un peu plus globale que ce que j'ai présenté. Dans cette thèse, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du milieu où on a spécifié des qualifieurs pour ce robot. Donc, on choisit si on veut qu'il ait l'air agressif ou autoritaire, etc. Et à partir de ça, on choisit quelles contraintes on applique à notre algorithme de navigation. Mais ce qui serait intéressant au long terme, ce serait de fermer la boucle un peu de perception-action et de pouvoir se dire que, bon, probablement, si les gens font ce genre d'interprétation sur un robot, ça vient pas de nulle part. Peut-être que chez les personnes aussi, selon comment elles se déplacent, selon comment elles se comportent, on a peut-être des éléments qui nous indiquent comment ces personnes sont perçues par d'autres gens, donc comment ça change la perception sociale qu'on a d'autres personnes. Si on arrive à détecter ça par un algorithme de perception, on pourrait établir une description de l'attitude de la personne sur des échelles similaires à celles qu'on a utilisées pour le robot, et à partir de là, se dire, bah, selon la tâche du robot, selon ce qu'on veut accomplir avec, est-ce qu'il faut que le robot imite la prosodie de mouvement de la personne, est-ce qu'il faut qu'il fasse le contraire, et ainsi de suite, et voir quel genre d'impact ça peut avoir sur les gens. Donc ça pourrait être intéressant à faire. Quelques autres aspects de travaux futurs, donc j'ai un peu fait allusion pendant la présentation. Là, on s'est focalisé sur un sous-ensemble de trajectoires et d'espaces de mouvement assez simples, donc des profils linéaires. Donc étendre un petit peu ça, ce serait intéressant. Et surtout, je pense le plus intéressant, c'est comment est-ce que cette notion de la tâche et le rôle du robot peut changer, quelles dimensions sont pertinentes pour cette perception sociale du robot. Et aussi faire des études sur des durées plus longues. Là, notre expérimentation de distribution de flyers, ça prend 20 secondes à tout casser pour une interaction, ce qui est assez court, surtout quand il y a des travaux précédents qui ont montré que dans l'interaction vocale, un changement progressif de la prosodie vocale au cours d'une manip de 1 heure, ça peut changer l'interaction que la personne a avec le robot et la façon dont elle perçoit le robot. Donc, ouais, plus d'expérimentation à la fois dans des rôles différents et des durées plus longues, ce serait tout à fait intéressant. Donc voilà, je vous laisse avec quelques pointeurs vers des papiers qui ont été publiés suite à cette thèse, ainsi que le corpus de vidéos, et je vous remercie de votre attention.